savoir que dans sa période de lycée, on le surnommait le formidable, alors qu'en réalité il était un imposteur. Et à présent, je te lis le chapitre 3. Chapitre 29. Peut-on tomber amoureux d'une fille de 15 ans? J'aimerais vous apprendre l'écriture, Marcus. Non pas pour que vous sachiez écrire, mais pour que vous deveniez écrivain. Parce que écrire des livres, ce n'est pas rien. Tout le monde sait écrire, mais tout le monde n'est pas écrivain. Et comment sait-on que l'on est écrivain, Harry? Personne ne sait qu'il est écrivain. Ce sont les autres qui le lui disent. Tous ceux qui se souviennent de Nola diront qu'elle était une jeune fille merveilleuse, de celles qui marquent les esprits, douce et attentionnée, douée pour tout et rayonnante. Il paraît qu'elle avait cette joie de vivre sans pareil, qui pouvait illuminer les pires jours de pluie. Les samedis, elle servait aux Clarks. Elle virevoltait entre les tables, légère, faisant danser dans les airs ses cheveux blonds et ondulés. Elle avait toujours un mot gentil pour chaque client. On ne voyait qu'elle. Nola, c'était un monde en soi. Elle était la fille unique de David et Louisa Kellergan, des évangélistes du Sud, originaires de Jackson, Alabama, où elle-même était née le 12 avril 1960. Les Kellergan s'étaient installés à Aurora, à l'automne 1969, après que le père avait été engagé comme pasteur par la paroisse Saint-James, la principale communauté d'Aurora, qui connaissait une remarquable affluence à l'époque. Le temple de Saint-James, situé à l'entrée sud de la ville, était un imposant édifice en planches, dont il ne subsiste plus rien aujourd'hui, depuis que les communautés d'Aurora et de Montbury ont dû fusionner pour des raisons d'économie budgétaire et de manque de fidèles. À la place, on y trouve désormais un restaurant McDonald's. Dès leur arrivée, les Kellergan avaient emménagé dans une jolie maison, propriété de la paroisse, située au 245 Terrasse Avenue, bâtie sur un seul niveau. C'est vraisemblablement par la fenêtre de sa chambre que, 6 ans plus tard, Nola allait s'évaporer dans la nature, le samedi 30 août 1975. Ces descriptions furent parmi les premières que me firent les habitués du Clarks, où je me rendis le lendemain matin de mon arrivée à Aurora. Je m'étais réveillée spontanément à l'aube, tourmentée par cette sensation désagréable de ne pas être vraiment certain de ce que je faisais ici, après être allé faire mon jogging sur la plage. J'avais nourri les mouettes, et je m'étais alors posé la question de savoir si j'étais vraiment venue jusque dans le New Hampshire, uniquement pour donner du pain à des oiseaux de mer. Je n'avais rendez-vous à Concorde qu'à 11 heures avec Benjamin Ross, pour aller rendre visite à Harry. Dans l'intervalle, comme je ne voulais pas rester seule, j'étais allée manger des pancakes aux Clarks. Lorsque j'étais étudiant et que je séjournais chez lui, Harry avait
Je ne peux pas laisser cette blague. C'est de l'amour dégueulasse. Je pense que c'est plus compliqué que ça, dis-je. Et moi, je pense que tu ne devrais pas te mêler de cette affaire, Marcus. Tu devrais rentrer à New York et rester loin de tout ça. Je lui commandai des pancakes et des saucisses. Un exemplaire taché de gras de l'Aurora Star traînait sur la table. En première page, il y avait cette immense photo de Harry, du temps de sa superbe, avec cet air respectable et ce regard profond et sûr de lui. Juste en dessous, une image de son entrée dans la salle d'audience du palais de justice de Concorde. Menotté, déchu, les cheveux en bataille, les traits tirés, la mine défaite. En médaillon, un portrait de Nola et un de Deborah Cooper, et ce titre, Café Harry Kébert. Ernie Pincas arriva peu après moi et vint s'asseoir à ma table avec sa tasse de café. Je t'ai vu à la télévision hier soir, me dit-il. Tu viens t'installer ici? Oui, peut-être. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Pour Harry. Il est innocent, hein? Je peux pas croire qu'il ait fait une chose pareille. C'est insensé. Je ne sais plus, Ernie. À ma demande, Pincas me raconta comment, quelques jours plus tôt, la police avait déterré les restes de Nola à Gouskov. Par un mètre de profondeur. Ce jeudi-là, tout le monde à Aurora avait été alerté par les sirènes des voitures de police qui avaient afflué de tout le comté, des patrouilles de l'autoroute aux véhicules banalisés de la criminelle, et même un fourgon de la police scientifique. Quand on a appris que c'était probablement les restes de Nola Kellergan, m'expliqua Pincas, ça a été un choc pour tout le monde. Personne ne pouvait le croire. Depuis tout ce temps, la petite était juste là, sous nos yeux. Je veux dire, combien de fois je suis venue chez Harry, sur cette terrasse, boire un scotch, quasiment à côté d'elle, dit Marcus. Il a vraiment écrit ce livre pour elle. Je ne peux pas croire qu'ils aient vécu une histoire ensemble. Tu en savais quelque chose, toi? Pour ne pas avoir à répondre, je fis tourner ma cuillère à l'intérieur de ma tasse jusqu'à créer un tourbillon. Je dis simplement, c'est un gros bordel, Ernie. Peu après, Travis Dawn, le chef de la police d'Aurora, et par ailleurs le mari de Jenny, s'installa à son tour à ma table. Il faisait partie de ceux que je connaissais depuis toujours à Aurora. C'était un homme de caractère doux, la soixantaine blanchissante, le genre de flic de campagne bonne patte, qui n'effrayait plus personne depuis longtemps. Désolé, fiston, me dit-il en me saluant. De quoi? De cette histoire qui t'explose en pleine figure. Je sais que tu es très proche de Harry. Ça ne doit pas être facile pour toi. Travis était la première personne à se soucier de ce que je pouvais ressentir. Je hochais de la tête et je demandais « Pourquoi est-ce que, depuis le temps que je viens ici, je n'ai jamais entendu parler de Nola Kellergan? Parce que, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps, à Gouskov, c'était de l'histoire ancienne, le genre d'histoire qu'on n'aime pas trop se rappeler. Travis, que s'est-il passé ce 30 août 1975 et qu'est-il arrivé à cette Deborah Cooper? Sale affaire, Marcus, très sale affaire, que j'ai vécue au premier plan parce que j'étais de service ce jour-là. À l'époque, je n'étais qu'un simple agent,
du café. Et le lendemain, elle venait au poste pour nous apporter un petit quelque chose. Une gentille petite vieille, quoi. Le genre à qui tu rends toujours volontiers service. Bref, ce 30 août 1975, la mère Cooper compose le numéro d'urgence de la police et explique avoir aperçu une fille poursuivie par un homme dans la forêt. J'étais le seul agent en patrouille à Aurora et je me suis immédiatement rendue chez elle. C'était la première fois qu'elle appelait en plein jour. Quand je suis arrivée, elle attendait devant sa maison. Elle m'a dit « Travis, vous allez croire que je suis folle, mais là, j'ai vraiment vu quelque chose d'étrange. Je suis allée inspecter l'oreille de la forêt, là où elle avait vu la jeune fille. J'ai trouvé un morceau de tissu rouge. J'ai immédiatement jugé qu'il fallait prendre l'affaire au sérieux. Et j'ai alors prévenu le chef Pratt, le chef de la police d'Aurora, à cette époque. Il était en congé, mais il est venu aussitôt. La forêt est immense. Nous n'étions pas trop de deux pour aller y jeter un œil. Nous nous sommes enfoncés dans les bois. Au bout d'un bon mile, nous avons trouvé des traces de sang, des cheveux blonds, d'autres lambeaux de tissu rouge. Nous n'avons pas eu le temps de nous poser plus de questions, parce qu'à cet instant, un coup de feu a retenti depuis la maison de Deborah Cooper. Nous nous sommes précipités là-bas. Nous avons retrouvé la mère Cooper dans sa cuisine, qui gisait dans son sang. On a appris ensuite qu'elle venait de rappeler la centrale pour prévenir que la gamine qu'elle avait vue un peu plus tôt venait de se réfugier chez elle. La fille était revenue dans la maison. Oui, pendant qu'on était dans la forêt, elle était réapparue en sang, cherchant de l'aide. Mais à notre arrivée, hormis le cadavre de la mère Cooper, il n'y avait plus personne dans la maison. C'était complètement fou. Et cette fille, c'était Nola, demandai-je. Oui, on l'a rapidement compris. D'abord, quand son père a appelé un peu plus tard pour signaler sa disparition. Et ensuite, en réalisant que Deborah Cooper l'avait identifié en appelant la centrale. Que s'est-il passé après? Suite au deuxième appel de la mère Cooper, des unités de la région étaient déjà en route. En arrivant à la lisière de la forêt de Side Creek, un adjoint du shérif a repéré une Chevrolet Monte-Carlo noire qui prenait la fuite en direction du nord. Une poursuite s'en est ensuivie, mais la voiture nous a échappé malgré les barrages. On a passé les semaines suivantes à rechercher Nola. On a retourné toute la région. Qui aurait pu penser qu'elle était à Gooskov, chez Harry Geber? Tous les indices indiquaient qu'elle se trouvait probablement quelque part dans cette forêt.
su que la police avait soupçonné Harry. Je ne répondis rien. Je me contentais d'arracher la première page du journal pour l'emporter avec moi, et bien qu'il fût encore tôt, je partis pour Concorde. La prison d'État pour hommes du New Hampshire se trouve au 281 North State Street, au nord de la ville de Concorde. Pour s'y rendre depuis Aurora, il suffit de sortir de l'autoroute 93 après le centre commercial Capitol, de prendre North Street à l'angle du Holiday Inn et de continuer tout droit pendant une dizaine de minutes. Après avoir passé le cimetière de Blossom Hill et un petit lac en forme de fer à cheval près du fleuve, on longe des rangées de grillages et de barbelés qui ne laissent pas de doute sur l'endroit. Un panneau officiel annonce la prison peu après, et l'on aperçoit alors des bâtiments austères en briques rouges protégés par un épais mur d'enceinte, puis les grilles de l'entrée principale. Juste en face, de l'autre côté de la route, on trouve un concessionnaire automobile. Ross m'attendait sur le parking, fumant un cigare bon marché. Il avait l'air serein. Pour toute salutation, il me gratifia d'une tape sur l'épaule, comme si nous étions de vieux amis. « Première fois en prison ?» me demanda-t-il. « Oui. » Tâchez d'être relax. Qui vous dit que je ne suis pas ? Il avisa une meute de journalistes qui faisaient le pied de grue à proximité. Ils sont partout, me dit-il. Surtout, ne répondez pas à leurs sollicitations. Ce sont des charognards. Coleman, ils vont vous harceler jusqu'à ce que vous leur lâchiez quelques infos bien croustillantes. Vous devez être solide et rester muet. Le moindre de vos propos, mal interprétés, pourrait se retourner contre nous et mettre à mal ma stratégie de défense. Quelle est votre stratégie ? Il me regarda avec un air très sérieux. Tout nier. Tout nier, répétai-je. Tout. Leurs relations, le kidnapping, les meurtres. On va plaider non coupable. Je vais faire acquitter Harry et je compte bien réclamer des millions en dommages et intérêts à l'État du New Hampshire. Que faites-vous du manuscrit que la police a retrouvé avec le corps et des aveux de Harry à propos de sa relation avec Nola ? Ce manuscrit ne prouve rien. Écrire n'est pas tuer. Et puis, Harry l'a dit et son explication tient la route. Nola avait emporté le manuscrit avant sa disparition. Quant à leur amourette, c'était un peu de passion, rien de bien méchant, rien de criminel. Vous verrez, le procureur ne pourra rien prouver. J'ai parlé au chef adjoint de la police d'Aurora, Travis Dovne. Il dit que Harry avait été
ce qui se dit. Je suis finie. Ma carrière est terminée. Ma vie est terminée. Ceci marque le début de ma chute. Je crois que je suis en train de tomber. Il ne faut jamais avoir peur de tomber, Harry. Il esquissa un sourire triste. Merci d'être venu. C'est ce que font les amis. Je me suis installée à Gouskov. J'ai nourri les mouettes. Vous savez, si vous voulez rentrer à New York, je comprendrai très bien. Je ne vais nulle part. Ross est un drôle d'oiseau, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il dit que vous serez acquitté. Je vais rester ici. Je vais l'aider. Je ferai ce qu'il faut pour découvrir la vérité, et je la ferai votre honneur. Et votre nouveau roman? Votre éditeur l'attend pour la fin du mois, non? Je baissai la tête. Il n'y a pas de roman. Je n'ai plus d'idées. Comment ça, plus d'idées? Je ne répondis pas et changeai de sujet de conversation en sortant de ma poche la page de journal ramassée au Clarks quelques heures plus tôt. Harry, dis-je, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir la vérité. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce coup de téléphone que vous m'avez passé l'autre jour. Vous vous demandiez ce que vous aviez fait à Nola. C'était le coup de l'émotion, Marcus. Je venais d'être arrêtée par la police. J'ai eu droit à un coup de fil, et l'unique personne que j'ai eu envie de prévenir, c'était vous. Pas de vous prévenir que j'avais été arrêtée, mais qu'elle était morte. Parce que vous étiez le seul à savoir pour Nola, et que j'avais besoin de partager mon chagrin avec quelqu'un. Pendant toutes ces années, j'ai espéré qu'elle était vivante, quelque part. Mais elle était morte depuis toujours. Elle était morte, et je m'en sentais responsable, pour toutes sortes de raisons. Responsable de ne pas avoir su la protéger, peut-être. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je vous jure que je suis innocent de tout ce dont on m'accuse. Je vous crois. Qu'avez-vous dit au policier? La vérité, que j'étais innocent. Pourquoi aurais-je fait planter des fleurs à cet endroit, hein? C'est complètement grotesque. Je leur ai dit aussi que je ne savais pas comment ce manuscrit s'était retrouvé là, mais qu'ils devaient savoir que j'avais écrit ce roman pour et à propos de Nola, avant sa disparition. Que Nola et moi, nous nous aimions, que nous avions vécu une histoire l'été qui avait précédé sa disparition, et que j'en avais tiré un roman dont je possédais à l'époque 2 manuscrits, un original, écrit à la main, et une version dactylographie. Nola s'intéressait beaucoup à ce que j'écrivais. Elle m'aidait même à retranscrire au propre. Et la version dactylographiée du manuscrit, un jour, je ne l'ai plus retrouvée. C'était fin août, juste avant sa disparition. Je pensais que Nola l'avait prise pour la lire. Elle faisait ça parfois. Elle lisait mes textes et me donnait son avis ensuite. Elle les prenait sans me demander la permission. Mais cette fois-ci, je n'ai jamais pu lui demander si elle avait pris mon manuscrit, parce qu'elle a disparu. Ensuite, il me restait l'exemplaire écrit à la main. Ce roman, c'était Les origines du mal, qui a eu le succès que vous savez, quelques mois plus tard. Alors vous avez vraiment écrit ce livre pour Nola? Oui, j'ai vu à la télévision qu'on parle de le retirer de la vente. Mais que s'est-il passé entre Nola et vous? Une histoire d'amour, Marcus. Je suis tombé fou amoureux d'elle, et je crois que ça m'a perdu. Qu'est-ce que la police a d'autre contre vous? Je l'ignore. Et la boîte? Où est votre fameuse boîte avec la lettre et les photos? Je ne l'ai pas retrouvée chez vous. Il n'eut pas le temps de répondre. La porte de la salle s'ouvrit, et il me fit signe de me taire. C'était Ross. Il nous rejoignit autour de la table, et pendant qu'il s'installait, Harry se saisit discrètement du carnet de notes que j'avais déposé devant moi et y inscrivit quelques mots que je ne pus pas lire sur le moment. Ross commença par donner de longues explications sur le déroulement de l'affaire et sur les procédures. Puis, après une demi-heure de soliloque, il demanda à Harry: y aurait-il un
rendez-vous à 19h. Et je me souviens que j'attendais et qu'elle ne venait pas. À 21h, elle avait 2 heures de retard. Elle n'avait jamais été en retard, jamais. Je mis les hortensias à tremper dans le lavabo. J'allumai la radio pour me distraire. C'était une nuit lourde, orageuse. J'avais trop chaud. J'étouffais dans mon costume. Je sortis le billet de ma poche et le relus 10 fois, peut-être 100. Ce billet qu'elle m'avait écrit quelques jours plus tôt. Ce petit mot d'amour que je ne pourrai jamais oublier et qui disait « Ne vous en faites pas, Harry, ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi dans la chambre 8. J'aime ce chiffre. C'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h. Ensuite, nous partirons pour toujours. Je vous aime tant. Très tendrement, Nola. » Je me souviens que le speaker de la radio annonça 22h. 22h et toujours pas de Nola. Et je finis par m'endormir, tout habillée, étendue sur le lit. Lorsque je rouvris les yeux, la nuit avait passé. La radio marchait toujours. C'était le bulletin de 7h du matin. Alerte générale dans la région d'Aurora après la disparition d'une adolescente de 15 ans, Nola Kellergan. Hier soir aux environs de 19h, la police recherche toute personne susceptible de lui fournir des informations. Au moment de sa disparition, Nola Kellergan portait une robe rouge. Je me levai d'un bond, paniqué. Je m'empressai de me débarrasser des fleurs et je partis aussitôt pour Aurora, débraillée et les cheveux en bataille. La chambre était payée d'avance. Je n'avais jamais vu autant de policiers à Aurora. Il y avait des véhicules de tous les comtés. Sur la route 1, un grand barrage contrôlait les voitures qui entraient et sortaient de la ville. Je vis le chef de la police, Garrett Pratt, un fusil à pompe à la main. « Chef, je viens d'entendre à la radio pour Nola, dis-je. Que se passe-t-il ?»« Saloperie, saloperie, répondit-il. Mais que s'est-il passé ?»« Personne ne le sait. Elle a disparu de chez elle. Elle a été aperçue près de Side Creek Lane hier soir et depuis, plus la moindre trace d'elle. Toute la région est bouclée. La forêt est fouillée. » À la radio, on donnait en boucle sa description. Jeune fille, blanche, 5,2 pieds de haut, 100 livres, cheveux longs blonds, yeux verts, vêtue d'une robe rouge. Elle porte un collier en or avec le prénom Nola inscrit dessus. Robe rouge, répétait la radio. La robe rouge était sa préférée. Elle l'avait mise pour moi. Voilà ce que je faisais la nuit du 30 août 1975. Ross et moi restâmes interdits. Vous deviez vous enfuir ensemble, lui dis-je. Le jour de sa disparition, vous deviez fuir ensemble. Oui. C'est pour ça que vous avez dit que c'était de votre faute lorsque vous m'avez téléphoné l'autre jour. Vous aviez fixé un rendez-vous ensemble
suivantes. C'était un texte écrit à la main, dont il me suffit de lire les premières lignes pour comprendre qu'il s'agissait du manuscrit des Origines du mal. Ce manuscrit que j'avais tant cherché quelques mois plus tôt dormait dans le vestiaire d'un fitness. Je m'assis sur un banc et je pris un moment pour en parcourir chaque page, émerveillé, fébrile. L'écriture était parfaite, sans rature. Des hommes entrèrent pour se changer. Je n'y pris même pas garde. Je ne pouvais pas détacher mes yeux du texte. Le chef-d'œuvre que j'aurais tant voulu pouvoir écrire, Harry l'avait fait. Il s'était assis à la table d'un café et il avait écrit ces mots absolument géniaux, ces phrases sublimes qui avaient touché l'Amérique entière, prenant le soin de cacher à l'intérieur son histoire d'amour avec Nola Kellergan. De retour à Gouskov, j'obéis scrupuleusement à Harry. J'allumai un feu dans l'âtre du salon et j'y jetai le contenu de la boîte, la lettre, les photos, les coupures de presse et enfin le manuscrit. Je suis en danger, m'avait-il écrit. Mais de quel danger parlait-il? Les flammes redoublèrent. La lettre de Nola ne devint plus que poussière. Les photos se trouèrent en leurs cendres jusqu'à disparaître complètement sous l'effet de la chaleur. Le manuscrit s'embrasa en une immense flamme orange et les pages se décomposèrent en scories. Assis devant la cheminée, je regardais disparaître l'histoire de Harry et de Nola. Mardi 3 juin 1975. C'était un jour de mauvais temps. L'après-midi touchait à sa fin et la plage était déserte. Jamais depuis son arrivée à Aurora, le ciel n'avait été aussi noir et menaçant. La tourmente déchaînait l'océan, gonflé d'écume et de colère. Il n'allait pas tarder à pleuvoir. C'était le mauvais temps qui l'avait encouragé à sortir. Il avait descendu l'escalier en bois qui menait de la terrasse de la maison à la plage et il s'était assis sur le sable, son carnet sur les genoux. Il laissait son stylo glisser sur le papier. La tempête imminente l'inspirait. Il avait des idées de grands romans. Ces dernières semaines, il avait déjà eu plusieurs bonnes idées pour son nouveau livre, mais aucune n'avait abouti. Il les avait mal commencées ou mal terminées. Les premières gouttes tombèrent du ciel, sporadiquement d'abord, puis soudain, ce fut une averse. Il voulut s'enfuir pour aller se mettre à l'abri, mais c'est alors qu'il la vit. Elle marchait pieds nus, ses sandales à la main, au bord de l'océan, dansant sous la pluie et jouant avec les vagues. Il resta stupéfait et la contempla, émerveillé. Elle suivait le dessin des remous, veillant à ne pas mouiller les pans de sa robe. Inattentive un bref instant, elle laissa l'eau lui monter jusqu'aux chevilles. Surprise, elle éclata de rire. Elle s'enfonça encore un peu plus dans l'océan gris, tournoyant sur elle-même et s'offrant à l'immensité. C'était comme si le monde lui appartenait. Dans ses cheveux blonds emportés par le vent, une barrette jaune en forme de fleur empêchait les mèches de lui battre le visage. Le ciel déversait des torrents d'eau à présent. Lorsqu'elle se rendit compte de sa présence à une dizaine de mètres d'elle, elle s'arrêta net. Gênée qu'on l'ait vue, elle s'écria « Désolée, je ne vous avais pas remarqué. » Il sentit son cœur battre. « Surtout ne vous excusez pas, répondit-il. Continuez, je vous en prie, continuez. C'est la première fois que je vois quelqu'un apprécier à ce point la pluie. » Elle rayonnait. « Vous l'aimez aussi ?» demanda-t-elle, enthousiaste. « Quoi donc ? La pluie ? Non, non, je la déteste en fait. » Elle eut un sourire merveilleux. « Comment peut-on détester la pluie ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Regardez, regardez !» Elle leva la tête. L'eau lui perla sur le visage. Il regarda ces millions de traits qui striaient le paysage,
Harry et moi, nous sommes amis. Je ne peux pas ne rien faire. Mais là, c'est différent, Marc. Il y a ces histoires de meurtre, ce bouquin. Je crois que tu ne réalises pas l'ampleur du scandale. Barnaski est furieux. Il se doute que tu n'as pas de nouveau roman à lui présenter. Il dit que t'es allé te planquer dans le New Hampshire. Et il n'a pas tort. On est le 17 juin, Marc. Dans 13 jours, le délai arrive à échéance. Dans 13 jours, tu es fini. Mais nom de Dieu, tu crois que je ne sais pas? C'est pour ça que tu m'appelles, pour me rappeler que dans quelle situation je me trouve. Non, je t'appelle parce que je crois que j'ai eu une idée. Une idée? Je t'écoute. Écris un livre sur l'affaire Harry Kéber. Quoi? Non, hors de question. Je ne vais pas relancer ma carrière sur le dos de Harry. Pourquoi sur le dos? Tu m'as dit que tu voulais aller le défendre. Prouve son innocence et écris un livre sur tout ça. Tu imagines le succès que ça aurait? Tout ça en 2 semaines. J'en ai parlé à Barnaski pour le calmer. Quoi? Écoute-moi, Marc, avant de monter sur tes grands chevaux. Barnaski pense que c'est une occasion en or. Il dit que Marcus Goldman, qui raconte l'affaire Harry Kéber, c'est une affaire avec des chiffres à 7-0. Ça pourrait être le bouquin de l'année. Il est prêt à renégocier ton contrat. Il te propose de faire table rase. Un nouveau contrat avec lui, qui résilie le précédent, avec en plus une avance d'1 demi-million de dollars. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que ça voulait dire qu'écrire ce livre relancerait ma carrière. Ce serait un best-seller assuré, un succès garanti et une montagne d'argent à la clé. Pourquoi Barnaski ferait ça pour moi? Il ne le fait pas pour toi, il le fait pour lui, Marc. Tu ne te rends pas compte, tout le monde parle de cette affaire ici. Un livre de ce genre, c'est le coup du siècle. Je crois que je n'en suis pas capable. Je ne sais plus écrire. Je ne sais même pas si j'ai su écrire un jour. Et enquêter. La police est là pour ça. Je ne sais pas comment on enquête. Douglas insistant encore. Marc, c'est l'occasion de ta vie. J'y réfléchirai. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'y réfléchiras pas. Cette dernière phrase eut pour effet de nous faire rire tous les deux. Il me connaissait bien. Doug, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une fille de 15 ans? Non. Comment peux-tu en être si sûr? Je ne suis sûre de rien. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? Marc, pitié, pas de conversation philosophique maintenant. Mais Douglas, il l'a aimée. Harry est tombé amoureux fou de cette fille. Il me l'a raconté à la prison aujourd'hui. Il était sur la plage, devant chez lui. Il l'a vue et il est tombé amoureux. Pourquoi elle et pas une autre? Je ne sais pas, Marc, mais je serais curieux de savoir ce qui t'unit pareillement à Kéber. Le formidable, répondis-je. Qui? Le formidable. Un jeune homme qui n'arrivait pas à avancer dans la vie jusqu'à ce qu'il rencontre Harry. C'est Harry qui m'a appris à devenir écrivain. C'est lui qui m'a appris l'importance de savoir tomber. Qu'est-ce que tu racontes, Marc? T'as bu? T'es écrivain parce que t'es doué? Non, justement. On ne n'est pas écrivain, on le devient. C'est ça qui s'est passé à Burroughs en 1998. Oui, il m'a transmis tout son savoir. Je lui dois tout. Tu veux m'en parler? Si tu veux. Ce soir-là, je racontais à Douglas l'histoire qui me liait à Harry. Après notre conversation, je descendis sur la plage. J'avais besoin de prendre l'air. À travers l'obscurité, on devinait d'épais nuages. Il faisait lourd. Un orage allait éclater. Le vent se leva soudain. Les arbres se mirent à se balancer furieusement, comme si le monde lui-même annonçait la fin du grand Harry Kéber. Je ne retournai à la maison que bien plus tard. C'est en arrivant à la porte d'entrée principale que je trouvai le mot qu'une main anonyme avait déposé pendant mon absence. Une enveloppe toute simple, sans aucune indication, à l'intérieur de laquelle je trouvais un message tapé à l'ordinateur et qui disait « Rentre chez toi, Goodman ».